السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. إذا سأواصل قراءة كتاب Les sociétés et leur école en prise du diplôme et cohésion sociale من تأليف كل من فرانسوا دوبي ماري ديروبيلا أنطوان فيغيتو. بطبيعة الحال سأواصل القراءة بالفرنسية على أن أشرح في فيديوهات قادمة إن شاء الله تعالى باللغة العربية. Chapitre 6. Emprise scolaire, cohésion et justice sociale. L'emprise du diplôme installe et reproduit les inégalités sociales bien plus qu'elle ne les réduit et les bouscule. Pourtant, notamment en France, la croyance dans l'objectivité et la neutralité des diplômes semble largement partagée. Et de ce point de vue, on pourrait penser que l'emprise scolaire est un facteur de cohésion des sociétés. Une croyance partagée dans la formation d'un ordre social juste commandé par l'école. Autant l'héritage direct des fortunes et des positions sociales peut nous paraître scandaleux, autant l'accès à l'emploi grâce au diplôme n'est guère contesté. Même si l'on déplore que les inégalités se reproduisent trop. En ce sens, l'emprise du diplôme pourrait constituer un facteur de cohésion sociale. On peut essayer de voir ce qu'il en est vraiment, au-delà des croyances et des philosophies sociales spontanées, des relations entre l'emprise scolaire et la cohésion des sociétés. L'emprise scolaire pourrait être tenue pour un facteur de cohésion sociale dans la mesure où elle mobilise des conceptions de la justice sociale, c'est-à-dire des jugements relatifs à la légitimité ou à l'injustice des inégalités sociales. Après tout, si l'école est capable de dégager un authentique mérite, les inégalités sociales qui en découlent, même fortes, peuvent être perçues comme justes. Or, les membres des diverses sociétés portent des jugements bien différents sur les inégalités sociales. Celles-ci paraissent plus ou moins justes et acceptables sans que ces jugements soient pour autant le reflet des inégalités objectives révélées par divers indicateurs. Par divers indicateurs de mesure. Il va de soi que ces jugements participent de la cohésion sociale et qu'ils s'inscrivent dans les traditions sociales et politiques de ces pays. On admet couramment que la tradition libérale américaine accepte mieux les inégalités que la tradition républicaine française. On peut donc se demander si l'emprise scolaire ne joue pas un rôle dans la formation de ces divers jugements. En effet, les systèmes scolaires ne sont pas seulement des machines tenues de distribuer les individus dans les diverses positions sociales, ce sont aussi des institutions ou des appareils idéologiques chargés de produire des inégalités légitimes et de convaincre les élèves et plus largement l'ensemble de la société de cette légitimité. Et c'est pour cette raison qu'il nous faudra mettre en regard l'emprise scolaire et la perception de justice ou d'injustice ou les jugements que l'on porte sur les inégalités. L'emprise du diplôme et cohésion sociale. Forte emprise et faible cohésion. Dans quelle mesure l'emprise du diplôme affecte-t-elle la cohésion des sociétés mesurées en termes de confiance et de capital social? Pour le dire autrement, dans quelle mesure l'influence de l'école est-elle une bonne chose pour les valeurs et les croyances des sociétés? Le graphique 20 révèle une relation aussi inattendue que fondamentale entre l'emprise du diplôme et la cohésion sociale. Plus l'emprise du diplôme est forte, plus la cohésion sociale est faible. Bien sûr, le sens de la corrélation reste à déterminer. Est-ce quand on n'a pas confiance dans les autres ou quand il y a peu de capital social qu'on s'en remet au diplôme pour embaucher? Au contraire, quand les diplômes sont tout puissants, leur emprise mine-t-elle la confiance et le capital social parce qu'ils garantissent
des avantages à ceux qu'il protège et enlève alors toute chance aux exclus. Toujours, est-il qu'il semble, euh, toujours, est-il qu'il semble y avoir une tension, sinon une contradiction entre le rôle social et économique des diplômes, les avantages qui leur sont associés sur le marché du travail et les cohésions des sociétés? Ce résultat est suffisamment surprenant, opposé à bien des croyances communes sur le rôle positif d'une certaine méritocratie scolaire pour justifier quelques commentaires. La corrélation négative entre l'emprise scolaire et la cohésion sociale suggère que de fortes relations entre la formation et l'emploi, donc un fort rendement des diplômes, sont associées en moyenne à des niveaux moindres de cohésion. Se pose ainsi un ensemble de pays caractérisés à la fois par un niveau global de cohésion élevé et par une emprise du diplôme faible. Les pays de l'Europe du Nord, mais aussi l'Australie, a des pays peu cohésifs dans lesquels l'emprise du diplôme est très élevée, notamment les pays de l'Europe centrale. Il existe aussi un ensemble de pays dans lesquels l'emprise du diplôme et la cohésion sont également plutôt faibles. La Corée, l'Espagne, la France et le Japon. Les États-Unis se caractérisent encore une fois par une assez forte emprise du diplôme, une forte cohésion, alors que tous les autres pays se placent sur la droite, démontrant qu'en moyenne, plus l'emprise scolaire est forte et plus la cohésion sociale est faible. Quand on distingue les deux dimensions de la cohésion sociale, la confiance et la tolérance, d'une part, et de l'autre, le capital social, quand on distingue les deux dimensions de la cohésion sociale, la confiance et la tolérance d'une part, et de l'autre, le capital social, l'emprise pèse négativement sur la confiance plus que sur le capital social. Les coefficients de corrélation partielle sont respectivement de moins 0,472 et de moins 0,032, ce dernier coefficient étant non significatif. L'emprise scolaire paraît donc relativement indépendante du capital social, de la densité des relations et de l'engagement dans la communauté. Elle n'est corrélée qu'à la confiance dans les institutions et dans les autres. Nous retrouvons ici certaines des observations faites par Gallon et Van de Velde sur les diverses jeunesses européennes. Quand on les compare aux jeunes danois, par exemple, les jeunes français paraissent extrêmement défiants et pessimistes. Ils craignent le chômage, ont peur d'échouer dans leurs études, n'ont confiance ni en eux ni dans l'État, dont ils attendent tout ou trop, et comme ces attentes sont déçues, ils perdent confiance, tout en refusant que l'État soit moins présent. Cette faible confiance vient de ce qu'ils pensent que la totalité de leur avenir se joue dans la perfection de leur parcours scolaire, alors que les jeunes Danois ou les jeunes Anglais n'attendent pas tout de leurs études et savent qu'ils auront d'autres qualités à faire valoir et d'autres chances à jouer que celles que reconnaît et donne l'école. On a vu dans le chapitre 2 que la cohésion sociale d'un pays est d'autant plus forte que son marché du travail est dynamique. Sa richesse élevée et ses inégalités sociales plus faibles. Il n'est donc pas infondé d'agréger les variables d'intégration à celles relatives à la confiance et au capital social, créant ainsi une macro-variable de cohésion sociale, mêlant éléments objectifs et subjectifs, rejoignant ainsi les définitions de la cohésion sociale les plus répandues dans la littérature internationale. D'une façon générale, les relations observées entre cette nouvelle variable
et celle présentée dans le chapitre 4, qui caractérise les systèmes scolaires, mais aussi l'emprise du diplôme ou bien encore les jugements portés sur les inégalités, sont identiques, quoique d'une intensité légèrement plus faible, à celle enregistrée entre notre variable cohésion sociale initiale et ces mêmes variables. Avec ce mode de calcul, la forme générale du diagramme est pratiquement identique, ainsi que le positionnement des différents pays les uns par rapport aux autres, à exception des États-Unis qui bougent quelque peu compte tenu de l'importance des inégalités qui prévaut. Nous avons toutefois choisi de garder la variable cohésion sociale initiale dans la présentation des résultats, dans la mesure où des variables trop agrégées font perdre de l'information sur le rôle spécifique de chacune d'elles. Le crédentialisme. En matière d'emprise scolaire, tout n'est-il pas affaire de croyances personnelles et de stratégies individuelles? On peut reprendre ici les analyses du sociologue américain Randall Collin autour de la notion de crédentialisme. Il désignait sous ce terme la tendance des sociétés modernes à fonder l'accès aux positions sociales sur les diplômes et sur les diplômes de plus en plus élevés parce qu'on le croit socialement juste et économiquement efficace, capable d'attribuer les positions sociales et professionnelles en fonction des qualifications scolaires. Cette manière de faire apparaît d'autant meilleure que l'on pense que l'école est capable de caler les qualifications qu'elle délivre sur les mérites des élèves et sur des compétences réelles et utiles à l'ensemble de la société. Mais si les qualifications scolaires sont distantes des qualités requises par les activités professionnelles et si elles sont biaisées par des inégalités sociales en aucun cas méritées, toute la chaîne méritocratique censée produire de l'efficience collective et de la justice sociale grippée. Telle une chaîne de vélo rouée, elle produit au contraire une rigidité qui affecte négativement la cohésion sociale. Dans l'absolu, de fortes relations entre la formation et l'emploi seraient positives en termes de cohésion sociale si les verdicts scolaires et les diplômes n'étaient pas pipés. Les individus verraient que les mérites de chacun sont justement sanctionnés et cette croyance en un monde juste aurait des effets positifs au niveau macrosocial. Mais dans la vraie vie, l'annulation des effets des inégalités sociales sur les performances scolaires est difficile à réaliser. Mais dans la vraie vie, l'annulation des effets des inégalités sociales sur les performances scolaires est difficile à réaliser en raison de l'inégalité des conditions dans lesquelles grandissent les enfants. Dans ce cas, un modèle méritocratique tronqué qui ne retient que l'adéquation des diplômes aux emplois, alors même que les diplômes sont inégalement accessibles, peut avoir des effets négatifs sur la cohésion sociale et notamment sur la confiance globale. Nous savons que c'est largement le cas quand la critique des inégalités sociales face à l'école est devenue des plus banales, quand la longue période de massification scolaire laisse un goût amer puisque la diffusion de l'éducation n'a guère réduit les écarts entre les diplômes obtenus. Pire, les nouveaux concurrents scolaires peuvent être bien plus frustrés que ne l'étaient leurs parents auxquels la compétition scolaire était fermée. Alors, l'emprise scolaire est ressentie comme une double peine puisque l'échec scolaire anticipe un échec social perçu comme plus ou moins légitime si le crédentialisme est partagé et l'emprise élevée.
De plus, et c'est là l'originalité des thèses de Collins, l'adéquation entre les titres et les postes est en partie pervertie par le jeu des acteurs. Collins soulignait que le crédentialisme est en effet une stratégie des groupes dominants, cherchant à se réserver certaines positions en investissant dans une compétition scolaire où ils sont sûrs de triompher. Donc, les groupes qui dominent, c'est eux qui, en fait, cherchent à favoriser ce qu'on appelle la méritocratie. Ça veut dire que le mérite par les diplômes, parce que eux, à travers les diplômes, ils peuvent toujours garder leur domination sur les autres. Voilà pourquoi les dominants, les groupes qui dominent, cherchent toujours à favoriser la politique de ce qu'on appelle la méritocratie, ça veut dire le mérite par les diplômes. Donc Collins soulignait que le crédentialisme, ça veut dire le mérite par les diplômes. Le crédentialisme est en effet une stratégie des groupes dominants cherchant à se réserver certaines positions en investissant dans une compétition scolaire où ils sont sûrs de triompher. Parce que, en fait, quand on organise une compétition scolaire, ou quand on est devant une compétition scolaire, bien sûr, c'est que les groupes dominants, les gens qui sont riches, c'est eux qui vont triompher, qui vont gagner parce qu'ils ont les moyens pour gagner, pour aider leurs enfants à progresser, à triompher. Dans ce cas, l'élévation du niveau de formation avec l'inflation scolaire qui l'accompagne parfois n'est pas une réponse fonctionnelle aux besoins de l'économie, comme aiment à le croire nombre d'économistes, mais bien plus une stratégie défensive. En quelque sorte, de préservation de son précaré, les diplômes fonctionnent alors comme des critères d'exclusion, puisque ceux qui n'en possèdent pas ou en possèdent peu sont marqués par un stigmate négatif d'incompétence professionnelle et parfois d'indignité sociale. Avec le crédentialisme, peu importe que les diplômes confèrent des compétences professionnelles réelles, ils fonctionnent d'abord comme un signe envoyé aux entreprises qui, par économie des procédures de sélection et plus fondamentalement par crédentialisme, confirment la prédiction créatrice. Il suffit de croire dans la valeur des diplômes pour que leur valeur soit réelle. Même si en fait la valeur réelle des diplômes est à discuter, parce que parfois on recrute les gens avec des diplômes, mais si on voit la réalité, ces gens-là, ils ne travaillent pas avec leur diplôme. Réellement, ils ne font pas des tâches avec leur diplôme. Mais même si avec cette situation paradoxale, on trouve que la société méritocratique croit beaucoup au diplôme. C'est ça ce qu'on appelle le crédentialisme. Le crédentialisme, c'est la croyance au diplôme. Donc avec le crédentialisme, peu importe les diplômes, confère des compétences professionnelles réelles, il fonctionne d'abord comme un signe envoyé aux entreprises qui, par économie des procédures de sélection et plus fondamentalement par crédentialisme, confirme la prédiction créatrice. Il suffit de croire dans la valeur des diplômes pour que la valeur soit réelle. Les divers groupes professionnels ont ainsi pour stratégie défensive d'imposer la croyance dans leurs compétences et dans la légitimité des avantages sociaux qu'ils en retirent. Le crédentialisme rigidifie donc l'allocation des places puisque seuls les détenteurs de certains diplômes peuvent accéder à certains emplois. La sélection est faite d'emblée, avec moins de mobilité professionnelle ensuite, et le crédentialisme renforce lui-même
la structuration des classes sociales alors qu'il prétend favoriser la mobilité méritocratique. Mais en réalité, plus le crédentialisme est élevé, plus la reproduction sociale est forte, plus les sociétés sont rigides, ce qui n'est pas tant s'en faut un gage d'efficacité économique, puisque nous l'avons vu, il existe une corrélation négative entre l'emprise du diplôme et le dynamisme du marché du travail. Il reste que le sens de cette relation est incertain. On peut en effet imaginer que ce soit le marché du travail qui commande ce mécanisme. Plus les emplois seraient rares, et en quelque sorte rationnés, plus on aurait besoin d'un critère jugé légitime pour organiser ce rationnement. Et donc, plus il faudrait croire dans la méritocratie scolaire, celle-ci participant alors d'autant plus à la reproduction. À l'opposé, on peut imaginer que ce serait le caractère strict et rigide des relations entre formation et emploi, voire une croyance excessive dans la valeur du diplôme qui constituerait une source d'inefficacité et obérerait le dynamisme du marché du travail. Dans les deux cas, les croyances en l'école et en la méritocratie jouent un rôle qui n'est pas négligeable. Le crédentialisme et plus largement le modèle méritocratique ont les yeux rivés sur les élites, sur les professions les plus qualifiées et souvent les plus fermées. Or, il est probable que la croyance dans les certifications scolaires accentue le sentiment d'exclusion des moins qualifiés qui peuvent penser qu'ils ont laissé passer toutes leurs chances puisque l'école seule peut les placer honorablement dans le monde du travail. Les vainqueurs de la compétition scolaire ont plutôt intérêt à croire dans la justice et l'efficacité des diplômes, alors que les vaincus ont plutôt intérêt à s'en défier. Ceci expliquerait que dans les sociétés les plus rigides, les plus crédentialistes, le niveau de cohésion est plus faible que dans les sociétés plus ouvertes. Le crédentialisme et l'idéal méritocratique affectent les valeurs scolaires elles-mêmes. En effet, dans les sociétés où l'emprise du diplôme est très élevée, l'éducation revêt d'une dimension avant tout utilitariste et individualiste. L'utilité escomptée des qualifications scolaires l'emporte sur toutes les autres dimensions de l'éducation, ce qui sur un plan global est délétère en termes de cohésion. On peut aussi imaginer que la confiance excessive dans les diplômes rigidifie les relations professionnelles et qu'elle dispense d'avoir confiance dans les personnes. Enfin, le crédentialisme pèse sur les relations de travail elles-mêmes dans la mesure où les certifications scolaires écrasent souvent les compétences et les formes de mérite dégagées dans le cadre du travail lui-même. Par le jeu des postes réservés aux diplômés et les blocages de carrière qu'il induit sur les moins diplômés, qui ne sont pas forcément les moins compétents. Cette critique ne doit cependant pas laisser penser que les autres modes de distribution des individus sont nécessairement plus justes et plus efficaces. Ils privilégient les réseaux, les relations, les passe-droits, la densité et la fermeture du capital social. Ils peuvent privilégier l'héritage aux dépens du mérite. On peut même penser, comme Goldthorpe, que plus s'accroît l'emprise de l'école, plus les catégories dominantes choisissent d'autres voies afin de maintenir leur position quand elles risquent d'être perdantes à l'école. Toujours est-il que, dans les sociétés modernes, on assiste à une baisse tendancielle de l'intensité des relations formation-emploi.
Tout se passe comme si le modèle méritocratique de l'emprise scolaire s'épuisait dans la pratique alors qu'on ne cesse d'en affirmer la prééminence puisqu'il serait le mieux à même, dans une société de la connaissance, et combiner les vertus de la justice et celles de la croissance économique. Jugement sur les inégalités et cohésion sociale. Les certifications scolaires ne sont pas seulement les signes du capital humain, des compétences acquises par les individus, ou bien les signes de leur conformisme social. Elles sont aussi censées produire des inégalités justes et issues d'une compétition équitable. En ce sens, l'école est une institution de justice participant aux représentations de la légitimité des inégalités sociales. Et c'est même en cela qu'elle jouerait un rôle en matière de cohésion sociale. Une société est d'autant plus cohésive que ses membres s'accordent à reconnaître que ces inégalités sociales sont légitimes, voire nécessaires. Inégalité réelle, inégalité perçue. La perception des inégalités dans les divers pays peut être appréhendée à partir des réponses à deux questions figurant dans les enquêtes de l'International Social Survey Programme. Les inégalités sont-elles nécessaires à la prospérité de votre pays? Ce que nous appellerons la légitimité économique et les inégalités sont-elles trop grandes dans votre pays? Que nous appellerons la légitimité sociale. Deux questions portant sur la perception de la méritocratie figurent également. Diriez-vous que dans votre pays, les personnes sont récompensées pour leurs efforts? Et diriez-vous que dans votre pays, les personnes sont récompensées pour leurs capacités ou leurs compétences? Les réponses à ces deux questions étant inévitablement redondantes, ceci a justifié la création d'une variable unique dénommée mérite. Dans quelle mesure la perception des inégalités sociales est-elle le reflet des inégalités objectives? Pour répondre à cette question, il suffit de croiser les jugements des individus avec la mesure des inégalités dans les divers pays de notre échantillon. Graphique 21. Donc nous avons ici un graphique 21 sur les inégalités trop grandes et les inégalités de revenus. Inégalité de revenus, inégalité trop grande. Par exemple, on voit que par exemple, les inégalités de revenus aux États-Unis sont fortes, mais les inégalités ils sont moins. Par contre, la Slovaquie est un pays où on a l'inégalité moins en fait en général. Bon, les inégalités de revenus sont moins, mais les inégalités dans la société sont en fait fortes. Les États-Unis sont très inégalitaires sans que les individus pensent que les inégalités sociales sont trop grandes. Voilà. Donc, aux États-Unis, les inégalités de revenus sont en fait fortes, mais sans que les personnes pensent que les inégalités sont trop grandes. Donc, le jugement des personnes ne va pas avec la réalité des choses. Donc, aux États-Unis, par exemple, les États-Unis sont très inégalitaires, sans que les individus pensent que les inégalités sociales sont trop grandes, alors que la Slovaquie, la Tchéquie et la France tolèrent mal les inégalités tout en étant faiblement inégalitaires. La France et les États-Unis sont des cas particulièrement contrastés de cette disjonction entre la perception et la réalité des inégalités sociales.
alors que l'éventail des inégalités sociales, appréhendé ici par les inégalités des revenus, est près de 2 fois plus ouvert aux États-Unis qu'il ne l'est en France. Les Français sont bien plus nombreux que les Américains à penser que les inégalités sociales sont excessives. Bien que les pays scandinaves soient les moins inégalitaires de tous les pays de notre échantillon, les Norvégiens et les Suédois trouvent ces inégalités moins légitimes que les Américains. La croyance dans le mérite. Il faut donc se demander quels ensembles de valeurs, de croyances et de représentations expliquent la formation du jugement si fortement indépendant des inégalités réelles. Il faut donc se demander quels ensembles de valeurs, de croyances et de représentations expliquent la formation du jugement si fortement indépendant des inégalités réelles. La croyance dans le mérite comme principe de justice essentiel ne conduit-elle pas à tolérer de grandes inégalités dès lors que les épreuves qui sanctionnent ce mérite sont tenues pour équitables et ouvertes? Il semble bien qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que, par exemple, on trouve des fois un écart entre l'inégalité dans la réalité et l'inégalité en fait perçue par les gens, par les personnes. Plus on pense vivre dans une société, plus on pense vivre dans une société récompensant le mérite, moins les inégalités paraissent trop grandes. La corrélation est de moins 0,723. Ça veut dire que quand les gens dans une société pensent que en fait, les gens ont des diplômes par le mérite, ils méritent d'avoir les diplômes, et que cette inégalité elle est normale, donc les gens ils vont accepter les inégalités sociales parce qu'ils pensent que le diplôme est mérité. Est mérité en fait. Le diplôme obtenu est mérité. Mais la réalité des choses, que si on creuse au fond de la réalité des choses, on va trouver que les diplômes ne sont pas mérités. Pourquoi? Parce que il y a des familles qui investissent beaucoup d'argent pour, en fait, ils investissent de l'argent pour que leurs enfants aient des diplômes de qualité, des diplômes de valeur. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas on va dire, une équité entre les élèves. Entre les élèves. Donc c'est pour cela, c'est que on va dire la méritocratie n'est pas la meilleure pour la justice sociale. Mais même si avec ce paradoxe, plus on pense vivre dans une société récompensant le mérite, moins les inégalités paraissent trop grandes. Ce résultat est si net que l'on peut considérer que la croyance dans le mérite est une idéologie permettant de faire accepter les inégalités sociales. Voilà. Donc la croyance dans le mérite, c'est une sorte d'idéologie. On accepte que, par exemple, un élève a réussi d'avoir son diplôme par exemple, d'une grande école, tandis que l'autre, il n'a pas eu le même diplôme. On va accepter le mérite. On va même on va même expliquer par l'effort. On va dire que cet élève a bien travaillé ou l'autre, il n'a pas travaillé, mais en réalité, si on analyse les choses, on va trouver que peut-être il y a d'autres facteurs qui ont joué pour qu'un élève aille en fait un tel diplôme. Donc en fait, ce résultat est si net que l'on peut considérer que la croyance dans le mérite est une idéologie
permettant de faire accepter les inégalités sociales. Cette interprétation est d'autant plus vraisemblable que les sociétés dans lesquelles les inégalités sont perçues comme étant trop grandes ne sont pas nécessairement les plus inégalitaires. Comme nous venons de le voir, la corrélation entre les inégalités de revenus et le fait de les considérer comme trop grandes et non significatives. Ceci se comprend aisément puisque l'idéologie méritocratique suppose que l'ampleur des inégalités n'est pas contestable dès lors qu'elle procéderait d'une compétition ouverte et équitable dans laquelle chacun pourrait faire valoir son talent, ses qualités et ses efforts. Cependant, la croyance méritocratique ne découle pas de l'emprise du diplôme. Tableau 12. Cependant, la croyance méritocratique ne découle pas de l'emprise du diplôme. Au contraire même, plus l'emprise scolaire est élevée, plus les inégalités sont perçues comme étant trop grandes. L'emprise scolaire ne procède donc pas de la croyance dans le fait que le mérite serait récompensé. Il est même possible que lorsque l'emprise scolaire est élevée, elle accentue la perception des inégalités puisque les inégalités de diplôme se transforment en égalité de revenus et de position sociale. Dans ce cas, la stratification sociale n'en est que plus visible et les inégalités sont davantage perçues comme excessives. Elles peuvent même sembler d'autant plus inacceptables que l'emprise scolaire limite la mise en jeu du mérite aux seules épreuves scolaires. On observe donc une corrélation négative entre l'emprise de la variable mérite. Cela signifie que les sociétés dans lesquelles les diplômes sont indispensables pour occuper une position sociale ne sont pas les sociétés dans lesquelles les individus pensent volontiers que le mérite est récompensé. En fait, tout se passe comme si les individus étaient d'autant moins dupes de la valeur du mérite scolaire qu'il exerce une influence considérable par la grande emprise du diplôme. Comme nous savons que l'emprise du diplôme accentue la reproduction et la rigidité de la structure sociale, on peut imaginer que les individus ne sont pas dupes et ont de bonnes raisons de ne pas croire que le mérite est récompensé. On pourrait aussi imaginer que plus l'emprise scolaire est forte, plus les vaincus de la compétition scolaire s'en sortent mal et moins ils croient dans un mérite qui les conduirait à s'invalider eux-mêmes. La seule exception, encore une fois, est celle des États-Unis où la croyance dans le mérite est élevée en même temps que l'emprise scolaire est relativement importante. Quand on abandonne le registre de la justice des inégalités pour celui de leur efficience en examinant les réponses à la question « Les inégalités sont-elles nécessaires à la prospérité de votre pays ?» les choses ne changent guère. De manière générale, quand on pense que les inégalités sont trop grandes, on pense aussi qu'elles ne sont pas utiles au dynamisme économique. Ceci met en évidence les limites d'une analyse expliquant la croyance dans les vertus des diplômes par leur seule efficacité économique. Le tableau 12, voire aussi le tableau 21 en annexe, montre que la croyance dans les bienfaits économiques collectifs des inégalités de revenus est indépendante de l'importance effective des diplômes sur le marché du travail, mais aussi de la cohésion sociale et du jugement sur l'ampleur des inégalités. Pour ce qui est des relations entre tous ces jugements et la cohésion sociale, on découvre que des corrélations sont très fortes entre celles-ci et deux variables de perception et d'explication des inégalités. D'une part, on observe une corrélation négative élevée et significative
entre le fait de percevoir les inégalités comme trop grandes et la cohésion sociale. La cohésion est faible quand les inégalités sociales sont perçues comme excessives. D'autre part, de manière un peu moins marquée, le fait de croire que le mérite est récompensé affecte positivement la cohésion sociale. En même temps, et fort logiquement, ces deux jugements varient de façon inverse. Les inégalités apparaissent d'autant moins excessives que l'on pense que le mérite est récompensé et qu'elles sont donc légitimes. On pourrait donc considérer que le fait de penser que les inégalités sociales ne sont pas excessives et que le mérite est récompensé sont des dimensions de la cohésion sociale, mais dans ce cas, la notion de cohésion fonctionne plus comme une idéologie que comme une manière de se lier aux autres et d'avoir confiance en eux. C'est pour cette raison que l'on ne peut faire coïncider totalement la cohésion sociale et les jugements portés sur les inégalités sociales. Type de société, mérite et inégalité. Quand on examine la situation des divers pays en fonction de leur cohésion sociale et de la perception des inégalités, graphique 23, on voit que, de manière générale, le sentiment que les inégalités sont trop grandes affaiblit la cohésion sociale. On remarque à nouveau la position très particulière du Japon où la cohésion est très faible alors que les inégalités ne sont pas perçues comme trop grandes. Mais les autres pays sont très concentrés autour de la droite de corrélation. Plus on juge que les inégalités sont excessives, moins la cohésion sociale est forte. Il faut rappeler aussi que la corrélation entre la cohésion sociale et les inégalités réelles était de moins 0,451. On peut donc conclure que ce qui affecte négativement la cohésion sociale, ce sont certes les inégalités réelles de revenus, mais plus encore, l'évaluation qui en est faite, puisque à l'aune de la question, les inégalités sont-elles trop grandes? La corrélation de moins 0,675, et si l'on introduit cette variable dans un modèle visant à expliquer la cohésion sociale, on observe que, à niveau d'inégalité de revenus équivalent, le seul fait de considérer les inégalités comme excessives affecte négativement et significativement la cohésion sociale. Donc voilà. D'abord, il y a ce qu'on appelle la réalité des choses, la réalité des inégalités, d'un côté. Il y a aussi la perception, comment les gens voient les inégalités. Parce que si les gens voient les inégalités trop grandes, et que les inégalités dans la réalité ne sont pas trop grandes, donc cela va, bien sûr, va affecter la cohésion sociale, va jouer sur la cohésion sociale. Donc affecte négativement et significativement la cohésion sociale. Ceci souligne à nouveau le poids spécifique des représentations. Voilà. Donc il y a un poids des représentations, des perceptions et leur autonomie. Le jugement porté sur les inégalités, le jugement, est donc une composante importante de la cohésion sociale. Parce que même si les inégalités ne sont pas trop grandes, mais si les gens voient dans leur tête et dans leur représentation que les inégalités sont trop grandes, donc là, cette représentation va jouer sur la cohésion sociale. Il est temps de revenir à la typologie des sociétés construites dans le chapitre 2 et de regarder dans quelle mesure chaque type de société est associé à des ensembles de jugements sur les inégalités sociales et sur la croyance dans le mérite. Tableau 13. Les pays les plus libéraux
associant de fortes inégalités et une forte cohésion sociale, sont les moins critiques à l'égard des inégalités perçues comme trop grandes et les plus confiants dans le mérite. Donc les pays les plus libéraux qui associent de fortes inégalités, comme les États-Unis, et une forte cohésion sociale aussi, sont les moins critiques à l'égard des inégalités perçues comme trop grandes et les plus confiants dans le mérite. À l'opposé, les pays du capitalisme tardif, où se conjuguent une faible cohésion et de fortes inégalités, dénoncent fermement les inégalités sociales et ont une faible confiance dans le mérite. Ils sont suivis par les pays corporatistes, peu inégalitaires et peu cohésifs, dans lesquels les inégalités sont très critiquées, alors que la croyance dans le mérite est un peu plus forte. Enfin, les pays sociodémocrates, égalitaires et cohésifs, dénoncent relativement peu les inégalités tout en ayant une assez faible confiance dans le mérite. On juge nettement moins souvent que les inégalités sont trop grandes dans les pays qui conjuguent de fortes inégalités et une forte cohésion. Donc dans les pays qui conjuguent en fait de fortes inégalités sociales et une forte cohésion sociale aussi, les gens jugent moins souvent que les inégalités sont trop grandes. La cohésion semble donc bien reposer sur une lecture particulière de la réalité. Elle se fonderait davantage sur des représentations que sur des faits. Ceci conduit vers deux théories opposées entre lesquelles il est difficile de trancher. Soit on considère que les attitudes et les valeurs mesurées par les indicateurs de la cohésion sont des idéologies indépendantes des faits et contribuent à les rendre acceptables. Il faut alors interroger les indicateurs choisis pour mesurer l'opinion des individus et se demander s'ils n'appréhendent pas quelques stéréotypes convenus des sociétés démocratiques. Soit on considère que la mesure de la cohésion concerne des croyances profondes et des attitudes sociales ayant des conséquences pratiques. Et dans ce cas, la disjonction de la cohésion et des faits est une caractéristique des sociétés modernes qui ne sont pas des systèmes cohérents, emboîtés dans des structures sociales et de culture. Les sociétés sont alors définies comme des systèmes de tension plus ou moins vives entre des cultures et des faits, tensions qui se manifestent à la fois dans les mouvements sociaux et les expériences des individus. Dans ce cas, les États-nations que nous avons comparés ne peuvent plus être considérés comme des déclinaisons d'un système général d'une société. Ce sont des combinatoires singulières entre des types de capitalisme et des modèles culturels et politiques. La société est l'école dans la production de la cohésion. À l'évidence, la cohésion sociale est sous l'influence d'une pluralité de facteurs, les uns objectifs, les autres de nature plus subjective. Bien qu'il s'agisse d'un exercice quelque peu abstrait, on peut chercher à démêler l'influence de ces différents facteurs sur la formation de la cohésion sociale afin d'évaluer leur rôle respectif. Ceci passe par la construction de modèles mettant en regard la variable cohésion sociale avec les diverses caractéristiques des sociétés et de leur système scolaire. Que ces caractéristiques soient de nature objective ou plus subjective. Facteurs sociaux et facteurs scolaires. Rappelons que dans une première famille de modèles, nous avons estimé l'impact des caractéristiques globales de la société et des caractéristiques globales de leur système éducatif sur la cohésion sociale.
Concernant les caractéristiques sociales, une part très élevée, 67%, de la variance de la cohésion sociale était expliquée par le dynamisme du marché du travail, le niveau du PIB et les inégalités de revenus. Rappelons aussi que lorsque l'on s'intéressait au poids des caractéristiques des systèmes scolaires dans la formation et de la cohésion sociale, la part de la variance de cette dernière, ainsi expliquée, se révélait plus faible, 47%, avec trois variables influentes apparaissent: le niveau global de dynamisme du système éducatif, la cohésion scolaire elle-même et de manière moins nette la longueur du tronc commun. Ceci nous autorisait à conclure de prime abord que les caractéristiques des systèmes scolaires affectent donc un peu moins la cohésion sociale que les caractéristiques économiques et sociales plus globales. Dans la mesure où l'emprise scolaire est à l'intersection de l'école et de la société, on doit l'intégrer dans un modèle expliquant la formation de la cohésion sociale. Tenir compte de l'emprise du diplôme ne bouleverse pas ce que nous avons constaté. Il se confirme que parmi les caractéristiques des systèmes scolaires qui influencent de manière significative sur la cohésion sociale, le niveau d'intégration scolaire et celui de la cohésion scolaire exercent chacun une influence positive et significative. Au-delà de ces variables, le degré d'emprise du diplôme affecte négativement la cohésion sociale. Mais sur la base de ces trois variables, on explique déjà 50% de la variance. On dispose ainsi de deux manières d'expliquer. En essayant de la prédire, la cohésion des sociétés, soit par des caractéristiques macro-sociales, soit par des caractéristiques macro-scolaires. Le pouvoir explicatif de ces deux familles de modèles est élevé, mais la première est mieux à même de rendre compte de la variété du niveau de cohésion sociale que l'on observe sur les pays de notre échantillon. Ce qui fait l'école, son niveau d'intégration et d'acquis, son emprise sur les situations professionnelles futures et le style éducatif qui s'y déploie sont donc des vecteurs de cohésion sociale importants, mais ils pèsent moins que certaines caractéristiques globales de la société comme le dynamisme du marché du travail et le niveau des inégalités ou de la pauvreté. Il reste à intégrer dans un même modèle synthétique toutes ces caractéristiques sociales et scolaires pour voir comment elles combinent leur influence. En ne gardant que les quatre variables significatives qui exercent une influence spécifique sur le degré de cohésion sociale, on parvient à un pourcentage de variance expliqué très élevé, 62,3%, même si le dynamisme du marché du travail apparaît toujours comme le paramètre le plus important, on note l'impact négatif des inégalités de revenus, sachant que ces caractéristiques sociales conjuguent leur action avec les caractéristiques globales des systèmes éducatifs, à savoir la cohésion scolaire et dans un sens négatif le degré d'emprise du diplôme. En ce qui concerne l'influence des attitudes relatives à la nature excessive des inégalités, sont-elles jugées trop grandes ou non? Un modèle ne retenant que les variables dont l'impact est significatif souligne la forte influence des jugements portés sur les inégalités. La cohésion sociale est d'autant plus faible que les inégalités sont jugées trop grandes. On remarque aussi que l'ampleur des inégalités de revenus réels exerce une influence négative sur la cohésion sociale, quels que soient les jugements portés sur ces inégalités. La cohésion sociale est d'autant plus faible que les inégalités de revenus sont fortes. Ce sont vraiment les degrés d'inégalité objective et subjective. Deux variables qui, rappelons-le, ne sont pas corrélées, qui sont les variables décisives puisque, à ce stade, le dynamisme économique des pays ne joue plus. Enfin, la cohésion scolaire, et ce quels que soient les modèles que nous avons construits, est toujours en cohérence
avec la cohésion sociale. L'ampleur des inégalités sociales, le jugement que l'on porte sur elles et la cohésion scolaire expliquent plus des 3 quarts, 67,6% de la variance de la cohésion sociale. Type de société, emprise du diplôme et cohésion sociale. Pour en revenir aux 4 types de sociétés que nous avons distingués en croisant intégration et cohésion sociale, chapitre 2, un dernier modèle les met en perspective en tenant compte de la cohésion scolaire et de l'emprise du diplôme, modèle en annexe 2, tableau 25. Encore une fois, les sociétés social-démocrates apparaissent nettement comme les plus cohésives avec un écart important par rapport aux sociétés relevant du modèle capitalisme tardif. Et un écart moindre mais significatif avec les sociétés libérales et avec les sociétés corporatistes qui, elles, ne se distinguent pas significativement entre elles. Ce trait tient-il à la qualité de la cohésion scolaire? Ce trait tient-il à la qualité de la cohésion scolaire ou à la faible emprise du diplôme qui caractérise ces sociétés? Sans doute aux 2 éléments, mais le modèle montre que la cohésion scolaire exerce toujours une influence positive sur la cohésion sociale, quel que soit le type de société. En revanche, l'emprise du diplôme, toute chose égale par ailleurs, n'exerce plus d'influence significative. Ceci s'explique par le fait que l'emprise est très forte dans les sociétés qui s'avèrent par ailleurs les moins cohésives, à savoir celles du capitalisme tardif. Dans ce cas, la faible cohésion s'explique par l'histoire de sociétés dans lesquelles l'État central a été longtemps faible, souvent autoritaire et peu légitime, de sociétés dans lesquelles les provinces, les villes, les réseaux de clientèle ont forgé un capital social fort mais relativement étroit et fermé. Pour ce qui est de l'emprise du diplôme, nos conclusions sont assez proches de ce que suggérait Green, faisant l'hypothèse que le rôle de l'éducation sur la cohésion sociale dépend d'une part de la socialisation qu'elle réalise, appréhendée ici par la cohésion scolaire, et d'autre part de ses relations avec les emplois, appréhendées ici par l'emprise scolaire. Tout ceci est inclus dans un contexte défini par le dynamisme du marché du travail et par l'ampleur des inégalités et de la pauvreté. Toutefois, Green donne beaucoup d'importance à la fonction de distribution de l'éducation qui, selon lui, commande la distribution des compétences et des salaires, alors que nous ne trouvons pas de relation significative entre les inégalités éducatives et la cohésion sociale. Nos données conduisent plutôt à penser que c'est la manière plus ou moins étroite dont les diplômes s'accrochent aux emplois qui est pertinente en matière de cohésion sociale. L'école affecte donc bien la cohésion sociale, mais ce n'est pas par les voies qui sont les plus souvent privilégiées. Le niveau de scolarisation est celui des acquis. En revanche, les attitudes et le climat scolaire, ici dénommé la cohésion scolaire, jouent un rôle important. Par ailleurs, la cohésion sociale est en moyenne affaiblie par l'emprise du diplôme sur la position sociale et les revenus. Elle dépend surtout de la manière dont les jeunes sont introduits sur le marché du travail. Il reste qu'en matière de cohésion sociale, les caractéristiques de la société, notamment son niveau de richesse et de dynamisme, sont plus décisives que les caractéristiques des systèmes scolaires. De la même manière qu'une trop grande emprise du diplôme sur l'accès à l'emploi n'est pas bonne pour l'égalité scolaire et pour l'égalité sociale. Une forte emprise scolaire n'est pas bonne pour la cohésion sociale. Quand tout semble se jouer à l'école, l'emprise scolaire entraîne une certaine rigidité sociale,
Elle accentue la reproduction des inégalités entre les générations, elle durcit la compétition scolaire et accroît l'exclusion de ceux qui n'ont pas les bons, les bons diplômes. On comprend donc aisément que tout ceci affaiblisse la confiance et la croyance dans le mérite. Dans le même sens, plus les sociétés comparées dans cette recherche croient que le mérite est récompensé, moins elles pensent que les inégalités sociales sont trop grandes. Et ces représentations ici efficaces qu'elles ne sont d'aucune manière le simple reflet des inégalités réelles, puisque les jugements portés sur la légitimité des inégalités ne sont jamais le miroir des inégalités réelles. Tout ceci montre que l'emprise scolaire repose d'abord sur un système de croyances, sur un crédentialisme attribuant à l'école la fonction de distribuer les individus en raison de leur mérite, alors même que cette croyance se retourne contre elle-même, puisqu'elle n'est bonne ni pour l'inégalité ni pour la cohésion sociale. Au bout du compte, l'analyse de la perception des inégalités sociales dans les divers pays comparés rejoint la typologie des sociétés présentées dans le chapitre 2. On y distingue les pays libéraux, les pays social-démocrates, les pays corporatistes au renom et les nouveaux venus. Et plus on va du premier au dernier, plus les inégalités sont perçues comme trop grandes et plus la cohésion sociale est faible. Dans cet ensemble, l'école joue un rôle non négligeable, mais on ne peut conclure pour autant que la cohésion scolaire, le climat éducatif et les attitudes des élèves jouent un rôle décisif dans la formation et la cohésion sociale globale. Il est plus raisonnable de croire que ces orientations pédagogiques ont une valeur en elles-mêmes plutôt que d'imaginer qu'elles sont assez puissantes pour peser sur l'ensemble de la société. On peut donc militer pour une école plus compréhensive et plus accueillante, sans penser pour autant que cette école-là changera le visage de la société. À l'opposé, il n'y a pas à attendre que la société devienne meilleure pour améliorer l'école. Il est possible de lire dans ce constat la fin d'un certain prophétisme scolaire, mais on peut aussi y percevoir de bonnes raisons d'espérer dans l'éducation elle-même. Voilà, je viens de finir le chapitre 6 et il me reste que la conclusion pour finir. Inch'Allah, je vais la lire après.